Vous retrouvez dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes au rendez-vous, toute l'équipe et moi-même. Et aujourd'hui, vous allez voir, nous allons découvrir un sujet passionnant. Donc, longtemps considéré comme une boîte noire impénétrable, le cerveau révèle aujourd'hui une petite partie de ses fascinants secrets à la science. Comment améliorer et optimiser nos capacités cognitives et émotionnelles? Parmi ces avancées, une technique intrigue et surtout suscite l'espoir. Le neurofeedback. Alors, quelle est cette méthode? Comment fonctionne-t-elle? Et surtout, quels sont ses résultats pour améliorer notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons découvrir donc aujourd'hui avec notre invitée Sabrina Mokran. Donc, elle est psychologue et elle sera là dans la deuxième partie de notre émission. Quant à la première partie, bien entendu, elle est composée de nos chroniqueuses qui sont fidèles au poste. Donc, Widada Gabi, bonjour. Bonjour Maria. Ravie de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous avons aussi Lina. Bonjour Lina. Bonjour Maria. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ben, ça va, tranquille, bien installé. Voilà, exactement. Et surtout un sujet passionnant, c'est nouveau, c'est assez nouveau. Et nous allons essayer un petit peu de donner donc, aux téléspectateurs toutes les informations nécessaires pour comprendre le neurofeedback. Voilà. Alors, quant à toi, Wided, aujourd'hui dans la vie de l'expert, tu vas nous parler de quoi exactement? Alors, on va parler aujourd'hui de troubles de la concentration. Est-ce que c'est un problème de santé ou ça vient juste de notre mental? Très bien, très bien. C'est juste après le jingle, la vie de l'expert. Alors, Wided, est-ce qu'on est un petit peu paresseux? Des fois, on se dit qu'on est feignant, mais en fait, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Exactement. Vous savez que le cerveau, c'est l'un de nos organes nobles, donc il est très important et en fait, c'est lui qui commande tout notre corps. Donc c'est la boîte la tour de contrôle. Voilà, mais c'est justement, tout le contrôle est dans les mains de notre cerveau. Et justement, ce cerveau, donc parfois, on se sent qu'on est distrait, on se sent qu'on n'arrive pas à se concentrer. Ça se manifeste par plusieurs manières. On n'arrive pas à terminer une tâche. Parfois, on part dans une pièce et on ne sait pas pourquoi on est là. Donc, absolument. Voilà, donc tous ces symptômes-là, ce sont des troubles de la concentration et on les néglige. On se dit non, c'est juste que je suis stressée, je suis fatiguée. Et pourtant, parfois, il s'agit d'un problème de santé, un problème organique même. D'accord. Voilà. Donc, ces troubles de la concentration, ce sont ce qu'on appelle des signaux d'alarme. Notre corps, le cerveau, en fait, c'est lui qui va nous dire que voilà, donc j'arrive pas à terminer mes tâches parce qu'il y a un problème. Que ce soit un problème organique ou parfois même un problème psychologique. Voilà. Donc, parmi les problèmes organiques qui peuvent donner ces troubles de la concentration, ils sont multiples et ces problèmes ces problèmes organiques, en fait, c'est dû à notre cerveau, il a besoin de nutriments, il a besoin d'hormones, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sucre. Donc, il a plusieurs besoins pour être en bonne santé et pour bien fonctionner. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. On pense toujours à nos muscles, à notre, on va dire surtout à notre alimentation pour donner un maximum, on va dire, de force et d'énergie à nos muscles. Mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier le cerveau. Exactement. Donc, le cerveau, il a besoin de plusieurs choses pour bien fonctionner. Et justement, si par exemple on a un trouble hormonal, notamment l'hypothyroïdie, vous savez très bien que l'hypothyroïdie c'est un problème thyroïdien, c'est une thyroïde qui ne travaille pas correctement, donc elle est ralentie et tout le corps il est ralenti. Et même le cerveau, il sera ralenti. Voilà. Donc, il y a d'ailleurs, j'aimerais bien attirer l'attention des parents, ceux qui ont des enfants qui ont un retard scolaire, parfois des troubles de la concentration. L'enfant, il est distrait à l'école. Donc, il faut penser à l'hypothyroïdie parce que parfois, ça peut se manifester par justement ce trouble-là. D'accord, voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas systématiquement. Oui, et justement, c'est très facile. On peut faire un bilan sanguin, donc une TSH, et là, on aura rapidement le résultat qui va nous permettre d'avoir le diagnostic. Et puis parmi aussi on va dire les troubles métaboliques, c'est les diabétiques, ceux qui souffrent du diabète justement, eux ils ont, comme il y a une variation de la glycémie, on a de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie et surtout c'est l'hypoglycémie, ça se manifeste par des troubles de la concentration et d'ailleurs il y a des patients rapidement quand ils sont distraits, ils n'arrivent pas à se concentrer dans une tâche ou par exemple au moment du travail, donc là ils prennent directement la glycémie et
généralement, c'est une hypoglycémie, c'est une baisse de sucre dans le sang. Et le fait de se resucrer rapidement, tout revient dans l'ordre. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, parce que le cerveau, pour travailler, il a besoin de sucre. Ok. Donc, C'est son carburant. exactement. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a une baisse de sucre, le cerveau ne peut pas travailler correctement. Et même d'ailleurs, l'hypoglycémie, c'est les signes C'est valable neurologiques. que pour les diabétiques ou même, on va dire, pour des personnes qui n'ont pas ce souci-là? Même pour les personnes qui sont pas diabétiques, parce que nous-mêmes, on peut faire une hypoglycémie. Par exemple, quand on jeûne, plusieurs heures de jeûne, là, on peut faire une baisse de sucre dans le sang et justement, ça peut se manifester par des troubles de la concentration, parfois. Voilà. Donc oui, le jeûne, il est très bon pour la santé, on l'a dit plusieurs fois, mais s'il y a une baisse de sucre, là, le cerveau, il y aura des symptômes neurologiques. Et vous savez que l'hypoglycémie, surtout chez les diabétiques, donc les signes neurologiques sont des signaux d'alarme. Donc il faut faire très très attention, se resucrer rapidement. D'accord. Donc c'est vrai que ça ne sera pas, on va dire, le danger ne sera pas le même hein, pour une Exactement. personne qui n'a pas de problème de diabète et une personne diabétique. Tout à fait. Et puis, parmi justement les causes qui peuvent donner ces troubles de la concentration, ce sont les carences vitaminiques, telles que la vitamine B12 et les carences en oligo-éléments. Donc, carence en magnésium, carence en fer aussi. Donc, ce sont en fait, c'est comme des nutriments pour le cerveau. Donc, le cerveau, il a besoin de vitamines, d'oligo-éléments pour bien fonctionner. Et parmi les symptômes, justement, c'est ces troubles de la concentration. Donc, on pense toujours dans le bilan de doser le fer, doser la vitamine B12 pour s'orienter à peu près pour avoir la cause de ces troubles de la concentration. Donc, on peut faire aussi un bilan où on verra, on va dire, le taux de vitamine B12. Oui, tout à fait. Il est, on va dire, en baisse ou... Exactement, exactement. Ça donne d'autres symptômes, mais parmi les symptômes, ce sont les troubles de la concentration. Et puis parmi aussi les causes, ce sont les causes neurologiques, notamment l'AVC ou l'accident vasculaire cérébral. Donc, il peut se manifester par des troubles de la concentration, surtout si ça se répète et c'est durable. Donc, dans le temps, là, il faut s'inquiéter. Donc, d'ailleurs, les personnes qui ont des troubles de la concentration qui durent dans le temps et qui se répètent plusieurs fois, il faut qu'ils consultent. Et le médecin, il va justement examiner le patient, faire encore de l'interrogatoire, creuser encore plus et peut-être demander un bilan biologique, voire même parfois pour voir si c'est un accident vasculaire cérébral, un scanner cérébral, voilà. D'accord. Il y a aussi la périménopause et la ménopause aussi. Tout à fait. Oui. Donc, carrément se manifester par ce qu'on appelle un brouillard mental. Donc, oui. Voilà, c'est des femmes qui sont vraiment, elles n'arrivent pas à se concentrer, elles sont distraites, donc elles n'arrivent pas à finir les tâches. C'est quand même un changement hormonal dans le corps de la femme. Tout est chamboulé et les symptômes, ils peuvent varier d'une femme à une autre. Et la sévérité de ces symptômes aussi, elle peut varier d'une femme à une autre. Donc cette période, quand même, c'est une période difficile qui doit être vraiment, la femme, elle doit être, on va dire, prendre soin de son corps pendant cette période-là pour ne pas tomber dans tout ce qui est dépression et voilà, donc tout ce qui est problème psychologique. Et puis aussi parmi les causes neurologiques, c'est les démences et le déclin cognitif chez les personnes âgées. Ça peut s'accompagner par des troubles de la mémoire aussi. Donc on y pense, quand il y a un trouble de la concentration avec trouble de la mémoire, là on pense chez une personne âgée, on pense beaucoup plus aux démences et au déclin cognitif lié à l'âge. Et aussi parmi les causes neurologiques, le syndrome, donc le TDAH. Le TDAH, oui, ce fameux chez les enfants. Syndrome, oui. Exactement. Donc là, de plus en plus on en parle. Je pense que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Mariam, par rapport au neurofeedback. Peut-être ça peut accompagner les parents dans ces cas. Et oui, c'est quand même un syndrome qui préoccupe beaucoup de parents. Donc c'est l'hyperactivité. Oui, c'est l'hyperactivité et troubles de la concentration. Les troubles de la concentration. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est parmi les causes justement des troubles de la concentration. Et puis on a les autres causes, notamment les prises médicamenteuses, par exemple les personnes qui sont sous antihistaminiques, c'est des médicaments qu'on prend pour l'allergie, qui peuvent altérer la concentration, mais même aussi la vigilance. Oui.
c'est vrai. Voilà, donc d'ailleurs, vous trouvez sur la boîte le fameux triangle. Le fameux triangle, Voilà. exactement. Donc il ne faut pas conduire quand on prend les antihistaminiques pendant la journée. D'ailleurs, on les prescrit nous le soir. Avant de dormir, comme même les ça. personnes aussi donc, qui ont des métiers où on va dire qui sont plus ou moins dangereux aussi, donc ils doivent faire attention. Tout à fait, voilà. Donc ces médicaments et les antidépresseurs aussi, ils peuvent donner des troubles de la concentration. D'accord. Et aussi, une chose qu'on ne prête pas trop attention à ce problème-là, c'est les troubles du sommeil. Donc les troubles du sommeil, ça donne des troubles de la concentration. Un cerveau qui ne se repose pas, donc qui ne prend pas son temps de repos, notre corps, il a besoin de repos et le sommeil, il est dédié pour ça. Donc le cerveau, pendant cette période, il a des tâches à accomplir, il doit organiser les choses. Donc si on ne lui donne pas cette période pour justement de repos, en fait, ce n'est pas un repos, lui, il va continuer à travailler. En fait. Oui, mais en fait, on va dire qu'il diminue, il est un petit peu moins sollicité. Tout à fait, donc il va organiser tout à l'intérieur pour justement, pendant la journée, il sera en forme, il sera en meilleure capacité de nous permettre pour être concentré et pour apprendre mieux et créatif plus. Voilà. Donc, ces troubles de la concentration liés au sommeil, juste je veux citer un des problèmes du sommeil qui est l'apnée du sommeil. Oui. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est des gens qui font plusieurs pauses respiratoires pendant la nuit et la journée, ils sont très fatigués. Même, ils n'arrivent pas à rester éveillés. Ils font des micro-siestes exactement pendant la journée. Là, il faut faire très attention. C'est des personnes qui ont des troubles de la concentration, troubles de la vigilance. Ils sont très fatigués toute la journée. Et dès qu'on règle le problème du sommeil, rapidement, tous ces troubles vont disparaître. Donc, écoutez son corps. Quand il y a des troubles de la concentration, et ce n'est pas toujours un problème psychologique, ça peut être un problème organique. Voilà. Donc les signaux de notre corps, ils sont très importants. Donc il faut vraiment ratisser large dès qu'on parle de manque de concentration ou on va dire cette difficulté à rester longtemps sur la même tâche, ça n'est pas systématiquement, comme on dit, un problème ou de paresse ou alors on va dire que la personne est un petit peu négligente. Exactement. Donc avant de se juger paresseux, il faut penser à consulter, surtout si c'est, on va dire, ça dure dans le temps et c'est d'une manière répétée, consulter, essayer d'avoir un mode de vie aussi, hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, donc absolument. Activité physique, un corps qui bouge, c'est un corps qui bouge, il a un cerveau qui fonctionne bien, qui apprend bien et qui se concentre mieux. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup Wided donc pour tous ces éclaircissements. Quant à toi, Lina, tu vas nous parler donc... on va parler aujourd'hui, toujours, je pense que c'est la journée du cerveau aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va voir le cerveau, mais chez les enfants. Donc, le cerveau des enfants qui est un monde en construction. Très bien. Donc, juste après le jingle, vitalité et bien-être. Alors Lina, on dit que les enfants ont un cerveau, comme une feuille blanche, hein, comme une page blanche. Une page blanche et puis une éponge aussi. On a tendance à se concentrer beaucoup sur le cerveau des adultes, mais on oublie un petit détail que les enfants, avant d'être adultes, eh bien, ce sont des enfants qui sont en bas âge et qui apprennent avec le temps et leur cerveau se construit. Donc il y a un petit documentaire que j'aimerais vous montrer. On va essayer de le suivre si on peut et on revient juste après. D'accord. Juste attends qu'on prépare donc de VTR. Très bien. On va revenir donc un petit peu sur ce monde fascinant qui est le monde des enfants. C'est pas qu'on a tendance un petit peu à négliger, mais on a l'impression que c'est vrai que les enfants ont une partie où ils apprennent seuls. En fait, ils font leur propre apprentissage, mais il y a aussi donc une autre partie où les parents doivent être présents. Absolument. En fait, certains parents pensent que effectivement, l'enfant va apprendre seul avec le temps, mais l'apprentissage de l'enfant commence directement dans le ventre de sa mère. D'accord. Donc déjà, à ce moment-là, l'enfant est assez sensible. Il ressent,
il écoute, mais surtout il apprend et il enregistre. Et avec le temps, ça se développe un peu plus. Plus cet enfant grandit, plus il va justement oublier et laisser de côté les choses dont il n'a plus besoin et garder l'essentiel, donc les bases. Voilà. Et c'est avec le temps que ça se développe, donc plus cet enfant grandit et plus justement la plasticité de son cerveau va se solidifier et va surtout, on va dire, impacter sa vie future. Très bien, donc Lina, on regarde le documentaire pardon, et on revient juste après. Très bien. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Voilà, d'où l'importance de les suivre, d'être présent et surtout de les laisser découvrir le monde. Absolument, c'est très très important. Donc comme on l'a vu, le cerveau de l'enfant commence à apprendre à un très jeune âge. Et généralement, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pour ça que cette période de l'enfance est très 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 importante. Notamment durant notre éducation et l'éducation qu'on donne à ces enfants. Parce que ça va totalement impacter et changer leur futur. Ce qu'on donne aujourd'hui sera directement ancré chez ces enfants et sera répété plus tard demain. Et s'il n'y a pas de bonne fondation, de bonne base, avec le temps, même au niveau de l'intelligence, cet enfant aura des lacunes. Même pour résoudre des problèmes, pour faire face aux situations de la vie, donc aux problèmes futurs, peu importe. L'enfant qui deviendra adulte aura beaucoup de mal et reproduira les mêmes schémas qui ont été reproduits durant son enfance. Parce que justement, c'est à ce moment-là, à l'âge donc de l'enfance, et généralement ça dure donc de 2 ans à 7 ans. Donc de 2 à 7 ans, il y a 2 phases différentes. Donc la toute première et la plus sensible, c'est de 2 à 4 ans. De 2 à 4 ans, l'enfant est beaucoup plus sensible à n'importe quelle chose. D'ailleurs, on le remarque, à cet âge-là, les enfants veulent tout découvrir. Absolument. Ils essayent tout, ils essayent surtout de se mettre en contact avec la nature. Donc, ils essayent de créer des liens forts, des connexions, pour justement apprendre à connaître ce que c'est, de ressentir les choses, et puis surtout de faire la différence, de créer ces liens. De 6 à 7 ans, l'enfant commence à prendre conscience. Donc, une fois qu'il prend conscience, c'est à ce moment-là qu'il commence à éliminer ce qui est important, les connexions qui sont importantes et qui sont surtout répétées. Parce que l'enfant ne va pas se rappeler de ce qui est important ou pas important. Il va seulement se rappeler de ce qui a été répété. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, qui est d'ailleurs un point très important? C'est parce que si on éduque nos enfants d'une manière très sensible, douce, délicate et gentille, l'enfant ne va pas comprendre que c'est important. Il va simplement se dire « c'est à ça que j'ai été habitué ».
Donc, c'est le langage que je comprends et c'est ce que je vais partager. Mais si, par exemple, on vit dans un environnement où il y a beaucoup de perturbations, où il y a, par exemple, des disputes... Donc, un environnement, on va dire, malsain. Absolument. Un environnement malsain, l'enfant ne comprendra pas qu'il est malsain. Oui. Il va simplement se dire, j'ai été habitué à ça, j'ai grandi comme ça, et puis je vais donner ça également, je vais partager ces émotions, je vais partager cette angoisse, je vais l'emmener avec moi et répéter ce schéma. C'est pour ça qu'à cet âge-là, on appelle ça d'ailleurs l'âge d'or, où justement le cerveau de l'enfant est comme une éponge. Donc il absorbe absolument tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui apprend. Et c'est pour ça en fait que c'est une période où l'attachement aux parents, à la maman en particulier, mais même aussi au papa, est, on va dire, est très importante pour lui parce qu'en fait, c'est une école, c'est un terrain d'apprentissage pour lui. Et il reproduit, hein, donc dès qu'il voit un comportement de ses parents, il va reproduire le même schéma, la même chose. Donc pourquoi, encore une fois? Parce qu'il ne fait pas encore la différence. Il n'est pas en âge de faire la différence. Il observe, il crée des liens, il crée des connexions. Et puis, ce qui est le plus répété dans sa vie, c'est ces mêmes connexions qu'il va les garder. Ce qui n'est pas répété, il va simplement les oublier. Le cerveau, automatiquement, va faire le tri. Ce qui se refait tous les jours, on le garde. Il va s'ancrer dans la mémoire. Ce qui se fait que parfois, ou souvent, on l'élimine. On oublie ces connexions. Et puis, ça viendra avec le temps, si toutefois, parce qu'il y a toujours la mémoire émotionnelle qui revient. Si toutefois on recrée des liens avec autre chose, on se rappellera et on aura des souvenirs. Donc c'est comme ça que les enfants grandissent généralement. En fait, on va dire du moment où ils se réveillent, c'est un apprentissage et en fait il enregistre à longueur de journée jusqu'à son endormissement. Totalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui nous ont montré que les enfants qui grandissent dans un environnement sain ont tendance à être beaucoup plus intelligents. Parce que c'est à ce moment-là aussi que l'intelligence se développe. La bienveillance aussi, donc bien sûr. C'est une notion qu'ils apprennent très jeunes. Absolument. Et qu'ils reproduiront plus tard en étant adultes. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie de notre cerveau, donc le préfrontal, qui est justement connecté à la logique. Et l'enfant commence à développer toute sa logique à un certain âge. Donc on a dit lorsqu'il dépasse les 7 ans. C'est à ce moment-là que toutes les choses qui ont été basées, elles vont être reproduites et il y aura une meilleure compréhension. Et si on a de bonnes bases, c'est avec le temps justement qu'on va développer cette intelligence continue. Donc c'est comme ça que l'enfant va devenir de plus en plus perspicace, de plus en plus intelligent et surtout il va développer son intelligence émotionnelle. Alors à propos de ça, on va parler des bêtises. Oui. C'est un âge où il faut énormément de bêtises. Finalement c'est bien. Exactement, parce que c'est une façon de se libérer, oui. Bien sûr, tant qu'elles ne sont pas dangereuses, dans les limites, on va dire, du raisonnable. Exactement, tant que les bêtises ne sont pas dangereuses, et surtout, moi je vais parler d'un point qui est très essentiel. Quand on parle de bêtises, généralement, on se dit, comment est-ce que je vais punir mon enfant? Ah bah oui. Oui. Alors, la manière dont vous allez punir votre enfant est la manière qui va impacter totalement cet enfant, qui va probablement changer sa vie. Je rappelle que la violence n'est pas bonne du tout, c'est pas le bon fonctionnement, et c'est très très mauvais. Toute violence est mauvaise. Il faut penser, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train d'entendre ça depuis quelque temps, c'est l'éducation positive. On revient. Absolument. C'est vrai Bien que sûr qui revient exactement. De nos jours. Il y a certaines choses à revoir dans l'éducation positive parce que les enfants commencent à créer, on va dire, une résistance à cela, mais il faut tout de même éviter la violence. En fait, il faut vraiment savoir trouver, on va dire, l'équilibre, le bon dosage pour ne pas en faire des enfants rois non plus. Absolument. Et c'est ça. Donc, si les enfants font des bêtises, eh bien, il faut essayer de les punir d'une manière très éducative. Et c'est ce qui fonctionne beaucoup. Et toutes les recherches scientifiques nous ont mené à ce résultat que plus on est pointilleux avec l'éducation de nos enfants, plus nos enfants seront excellents dans le futur et puis ils seront très très intelligents, émotionnellement intelligents, mais aussi ils auront des bases qui seront ancrées. Et ça, c'est très très important. Donc, essayer de créer un environnement, on va dire, un environnement sain, où par exemple, même si c'est pas une grande fratrie, où il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs, déjà rien que de les mettre, on va dire, dans des crèches ou dans des les mettre en contact avec le monde. Voilà, les mettre en contact avec le monde, les sociabiliser à un très jeune âge, fait qu'aussi ça va encore développer plein d'autres capacités. Bien sûr. Plein d'autres capacités et puis ça va surtout aussi développer le cerveau qui va agir rapidement, qui va apprendre rapidement et créer des liens plus profonds. Ça c'est très important. Surtout on conseille cela également beaucoup aux enfants qui sont un peu plus solitaires.
Les enfants généralement qui sont solitaires, ce sont des personnes qui ont du mal à créer des connexions avec le monde extérieur. On dit à propos de ça aussi, Lina, que les enfants qui grandissent avec des animaux domestiques à la maison ont une plus grande, on va dire, capacité déjà de compréhension, d'adaptation. Et ça commence à être prouvé de nos jours. Tout à fait, Voilà. parce qu'ils créent justement des liens. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau ne se rend pas compte, ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est répété. Si dès le jeune âge, cet enfant est amené à avoir une relation, on va dire, fusionnelle avec un animal de compagnie, à ce moment-là, le cerveau va se rappeler de cette connexion importante. Et puis l'enfant va grandir avec cette intelligence émotionnelle, du partage, de l'écoute, de l'amour inconditionnel. Du respect, même pour que ça soit pour autrui ou même pour les animaux. Absolument. Aussi. Et c'est ce qu'il va partager, et c'est comme ça que son cerveau va se développer, et c'est comme ça qu'il va s'éduquer. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Lina. Merci C'était à toi. passionnant ce petit voyage on va dire, dans la tête des enfants. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Je t'en Lina. prie, merci. Merci beaucoup, Vided. Et je pense que tu vas rester attentif au sujet de neurofeedback. Voilà, donc ça intéresse Vided. J'espère que ça vous intéressera aussi. Merci beaucoup donc d'avoir été là. Quant à nous, on va revenir juste après ces images. Donc notre invité sera là et nous parlerons du neurofeedback. De retour dans votre émission Ma famille, ma vie, et comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Dr Sabrina Mokrane. Bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes docteur en psychologie. Psychologue. Un psychologue, voilà. Donc le neurofeedback,
Oui, une thématique qui va intéresser beaucoup de personnes, puisque c'est quand même, on va dire, une technique qui est, on va dire, un peu récente, pas si vieille que ça. Mais il faut dire que depuis très très longtemps, le cerveau a été vraiment, on va dire, un monde qu'on essayait on va dire, de décortiquer, d'explorer, donc tous les scientifiques. Mais en fait, ça a toujours été très compliqué. Et là, on commence un petit peu à percer un peu les secrets. Alors, je ne sais pas si on commence à percer les secrets, mais en tout cas, le cerveau nous passionne de plus en plus, surtout avec l'émergence des neurosciences cognitives et surtout avec les appareils, donc tout ce qui est IRM fonctionnel, en fait, où on a pu aujourd'hui observer comment l'être humain, quand il réagit à certains stimuli, on a pu cartographier le cerveau humain. Donc, avec les neurosciences cognitives, c'est vrai que ces 20 dernières années, il y a eu quand même une belle évolution, mais le cerveau restera encore un mystère. Un mystère. Et tant mieux pour nous, ça exactement. toujours de la progression à faire. Absolument. Alors, juste avant de commencer, donc, on va approfondir donc, le sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est de suivre donc, un reportage de Yasmine Chouir et on revient juste après. Très bien. Et si l'on pouvait entraîner son cerveau comme on entraîne ses muscles? Dans un monde de plus en plus stressant, où la santé mentale est devenue une priorité, une méthode innovante suscite l'intérêt croissant des scientifiques et du grand public. Le neurofeedback. Non invasif, sans médicaments, il permettrait d'agir directement sur notre activité cérébrale en temps réel. Le principe du neurofeedback est simple mais puissant. Des capteurs sont posés sur le cuir chevelu afin de mesurer l'activité électrique du cerveau. Cette activité est ensuite traduite en images, en son ou en vidéo, que la personne observe. Si son cerveau produit une activité considérée comme bénéfique, plus calme, plus stable, le système le récompense avec un retour visuel ou sonore positif. Peu à peu, le cerveau apprend à reproduire ces schémas bénéfiques. Un entraînement mental qui, à force de répétition, peut induire des changements profonds dans le fonctionnement cérébral. Longtemps réservé aux milieux médicaux et sportifs de haut niveau, le neurofeedback s'ouvre désormais à un public plus large. Troubles de l'attention, anxiété chronique, dépression, insomnie, migraines, douleurs. Certains parents l'utilisent même comme soutien pour leurs enfants atteints de TDAH. Mais au-delà des troubles, le neurofeedback attire aussi ceux qui cherchent à améliorer leur concentration, leur mémoire ou leur performance cognitive. Une forme de coaching du cerveau, sans médication, ni effet secondaire. Une séance de neurofeedback dure entre 30 et 45 minutes. Assis confortablement, le patient est connecté à des capteurs EEG. Devant lui, un écran. Il regarde un film, écoute de la musique ou observe des animations. Si son cerveau reste stable, le son est fluide, l'image claire. S'il décroche, tout se trouble. C'est par ce mécanisme de récompense que le cerveau apprend à se réguler. Au fil des séances, certains se sentent mieux. Plus de clarté mentale, un meilleur sommeil, une diminution des tensions. Si les retours sont souvent positifs, le neurofeedback reste une pratique encadrée qui nécessite un professionnel formé. Certains voient appel à plus d'études rigoureuses pour valider ses effets au long terme. Mais pour de nombreux utilisateurs, cette méthode marque déjà un tournant, celui d'un rapport nouveau à soi et à son propre cerveau. Voilà, c'était un sujet de Yasmine Chouir et en même temps, vous, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission donc en nous appelant au 021 23 98 91. Voilà, bien entendu, si vous avez déjà expérimenté le neurofeedback, vous pouvez nous appeler, nous dire quel effet ça vous a fait. Est-ce que vous avez eu, on va dire, des retours positifs ou peut-être non, on verra bien. Donc, vous pouvez nous appeler, comme je vous l'ai dit, au 021 23 98 91. Donc, docteur Mokrane, on a eu un petit peu, on va dire, un aperçu sur le neurofeedback. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner, on va dire, une petite définition simple? Alors moi j'aime bien parce que en fait le neurofeedback, le dispositif il paraît assez complexe. Absolument. Et c'est pas évident de l'expliquer et de le simplifier. Et même quand on l'explique, on n'arrive pas à percevoir comment est-ce que mon cerveau il va avoir de l'information sur son propre fonctionnement. D'accord. Donc moi, pour simplifier pour mes patients et pour mes clients, je dis c'est du sport pour le cerveau. Le cerveau, ton cerveau, il sait comment il peut aller vers une situation optimale, sauf que des fois, il ne sait pas dans quel état il est, parce qu'il ne peut pas s'auto-observer.
Donc le neurofeedback, c'est comme si je mets le cerveau en face d'un miroir et il va voir son propre fonctionnement. Et à partir de là, il va commencer à se réguler. C'est aussi simple. D'accord, c'est comme si, donc on va dire qu'on marchait, on marchait de travers et qu'on n'était pas conscient et qu'on mettait face à nous un miroir et du coup, on voit qu'on... Alors voilà, Mariam, moi je parle toujours du matin quand on se réveille et quand on se voit dans un miroir, que ce soit un homme ou une femme. Le premier réflexe, c'est soit d'arranger, avoir envie d'arranger sa peau ou d'arranger ses cheveux. C'est vrai. C'est exactement ce que peut faire le neurofeedback quand c'est une danse mathématique entre le système et le cerveau de la personne. Voilà. C'est vraiment une technique 100% naturelle, non invasive, j'insiste. On n'en voit absolument rien au cerveau, c'est vraiment du sport, c'est pour ça qu'on l'appelle entraînement cérébral. D'accord. Très important. On peut revenir un petit peu sur l'histoire de l'évolution du neurofeedback. Ça a commencé il y a quelques années. Plus de 50 ans, d'accord. Donc en fait, à la base, le neurofeedback, il a été mis en place dans le cadre médical. C'était pour travailler sur les épilepsies. Donc vraiment, il y avait des études très cadrées. C'est-à-dire dans les premières, on va dire, générations de neurofeedback, on travaillait sur des pathologies précises. Vous savez qu'il y a une, c'est-à-dire aujourd'hui il y a la loi que voilà, le cerveau, il y a des parties qui sont responsables du langage, de la concentration, et bien sûr qui a été qui a évolué, on va dire, cette règle, parce qu'aujourd'hui on a très bien compris que notre cerveau pouvait se réorganiser. On a vu une personne avec la moitié de son cerveau mener une vie normale. Donc c'est un peu contre-intuitif avec la règle globale. Le cerveau, il a la capacité de se réorganiser. Mais à la base, les premières générations de neurofeedback, c'est que par exemple, si c'est la parole, on va dire que la parole, elle est à ce niveau-là, on va aller mettre en place un protocole d'entraînement pour que cette personne, si elle a des difficultés dans la parole, on va stimuler son cerveau pour qu'elle puisse rentrer en contact avec ses connexions neuronales se réorganisent et tout. Donc ça, c'est les premières générations de neurofeedback. Ça fait 50 ans. Aujourd'hui, les dernières générations de neurofeedback, notamment celui que moi j'utilise, c'est vraiment un système qui est intégré à 100%. Ça veut dire que l'humain, dans l'entraînement, ne va pas du tout intervenir. C'est vraiment entre le cerveau et le système. Donc ça, on est à 50 ans quand même de recherche. Il y a beaucoup de recherches qui ont été validées, notamment dans la prise en charge des TDAH, dans le stress post-traumatique et tout ça. Donc c'est en plein évolution encore, mais ça reste quand même un système qui existe depuis plus de 50 ans. Alors, est-ce que pour l'autisme, ça serait efficace? Alors, ce qui est bien, c'est que le neurofeedback est une méthode agnostique. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour faire du neurofeedback. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, et quand on forme d'ailleurs au neurofeedback, on explique très bien ça, avec le neurofeedback, on ne peut absolument rien cibler quand on fait du neurofeedback dynamique. C'est qu'on donne l'information au cerveau et c'est le cerveau qui va identifier ses priorités. Donc, pour répondre à votre question, par exemple, moi j'ai des patients avec des traits autistiques ou des autistes, que ce soit des adultes ou que ce soit des jeunes enfants. Par exemple, chez les jeunes enfants, on voit une meilleure gestion des émotions, une amélioration de la concentration. Des fois, on voit le contact visuel qui revient, plus calme, chez les adultes aussi, on voit une meilleure qualité du sommeil. Mais ce qu'il faut, il faut être très au clair avec ça, ce n'est pas un traitement. Donc le neurofeedback est un outil qui peut améliorer la qualité de vie d'un autiste par exemple ou d'un TDAH. Il peut vraiment augmenter ses capacités cognitives, réguler ses émotions, mais ce n'est pas un traitement. D'accord. Voilà. Donc on va essayer d'expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe une séance type. Une séance type, très bien. Déjà, il y a toute une anamnèse à faire avec la personne quand elle vient. C'est important de conscientiser son besoin.
Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette conscience de soi. Absolument. Il y a une personne qui va venir et elle va vous dire je me sens pas bien. Et ça ne veut rien dire. Voilà, je me sens pas bien. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je ne me sens pas bien ne veut rien dire. Donc il y a une partie d'investigation, un bilan sur tout le mal-être que la personne éventuellement vit actuellement dans sa vie, ce qui est conscient et pas conscient. Et en tant que psy, on essaie que la personne conscientise le maximum. Ah, excusez-moi, on va revenir sur votre idée. Donc nous avons un appel. Oui, nous avons Lina d'Alger. Bonjour Lina. Lina, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous avez une question à nous poser? Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, j'ai ma fille qui a une hémiparésie droite. Donc elle a des lésions du côté du cerveau gauche, parce que c'est inversé normalement. Et donc, je voudrais savoir si ça pourrait lui faire du bien de faire le neurofeedback. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous La avez réponse est oui. Très bien. En fait, tout ce qui est neurodégénératif, c'est-à-dire les cellules, la puissance du cerveau humain, c'est qu'il peut se réorganiser. D'accord? Donc, plus on lui donne la bonne information, plus il peut se réorganiser et devenir plus performant. Donc, la réponse est oui. Ça va lui faire déjà du bien dans sa qualité de vie et ça peut même avoir des résultats inespérés, j'ai envie de dire. Donc, il faut l'entraîner et observer les changements après. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'elle va avoir comme résultat, mais ça ne peut que lui faire du bien. Très bien. Donc, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, comment se passe Donc, le petit bilan pour que la personne puisse comprendre un peu où est-ce qu'elle en est, et aussi ses aspirations, qu'est-ce qu'elle veut et tout ça. Donc, ça, c'est la première partie. On répond aux questions et surtout, on instaure l'alliance entre le psy et la personne qui s'entraîne. Une fois que c'est fait, donc la personne, elle va être installée sur un relax, d'accord? On va avoir des capteurs qu'on va venir poser sur la tête et sur les oreilles. Les capteurs, comme leur nom indique, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, c'est des électrodes, il y a de l'électricité. » Voilà, c'est vrai qu'on va avoir un peu peur. Oui, je dis « Vous inquiétez pas, c'est pas une lobotomie. » En fait, c'est comme si quand vous allez chez votre médecin, il va prendre votre tension artérielle, donc il va vous mettre le tensiomètre, ça va afficher des chiffres. D'accord. Donc en fait, c'est le même principe. C'est du biofeedback. En fait, le biofeedback, c'est que je prends l'information de mon corps à travers un outil. D'accord? Parfait. Un thermomètre, si vous avez de la fièvre, vous mettez votre thermomètre et à un moment, ben voilà, vous avez l'information. Donc ces capteurs enregistrent l'activité électrique du cerveau. Le cerveau humain, il fonctionne avec de deux façons. C'est les neurotransmetteurs entre eux, ceux qui activent et ceux qui inhibent. Donc tout ce qui est la dopamine, la sérotonine, ça c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais pour que ces neurotransmetteurs se transmettent entre les cellules, il faut de l'électricité. C'est des petites décharges électriques. Il faut savoir, par exemple, il y a les 5 gammes, alpha, bêta, theta, gamma. Chaque gamme, elle est relative à un mode de fonctionnement intellectuel. Par exemple, Mariam, si vous voulez dormir, c'est intéressant que votre cerveau puisse descendre dans les alpha, theta, pour que vous puissiez être dans un sommeil réparateur. Mais si vous avez une émission, que vous êtes en train de vous préparer, quelque chose d'important, vous devez être dans les gamma. Les gamma, c'est des fréquences supérieures. Et des fois, ce qui se passe, c'est que le cerveau tana, quand on passe par des périodes difficiles, il va apprendre certaines façons de fonctionner. Et donc, vous voulez dormir, votre cerveau doit être dans les alphas et vous vous retrouvez encore dans les gamma. Et ça vous donne une nuit tourmentée. Votre cerveau, il fonctionne à 300 à l'heure. Donc, qu'est-ce qui fait le système? Il enregistre l'activité électrique 256 fois par seconde. Donc, il cartographie tout ce qui se passe dans le cerveau. Et après, il fait sortir une norme. Bon, l'algorithme qui est au niveau du système, c'est un prix Nobel de maths qui a découvert comment le cerveau fonctionnait. D'accord. C'est ce qu'on appelle la synchronisation dans le chaos. Le cerveau humain est capable de se synchroniser dans le chaos. C'est comme les galaxies. Vous savez, s'il y a 1 millimètre, c'est une planète, dévie sa trajectoire d'1 millimètre, c'est l'apocalypse. C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Quand il y a des choses qui se régulent, eh ben, ça donne des résultats sur nous de manière générale.
256 fois par seconde et on envoie le feedback. Et le système, il est capable d'identifier les sorties de route du cerveau. C'est quand là, il n'est pas optimal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour de feedback parce que la personne, elle aura un casque. Il y a une bande sonore. Bon, les enfants, on leur met des dessins animés. Les adultes, c'est de la musique. Il y en a qui demandent du Coran. Et en fait, le plus important, c'est pas qu'est-ce qu'il écoute, mais c'est les micro-coupures qu'on va avoir au niveau du casque qui ont du sens pour le cerveau de la personne qui s'entraîne. Ça veut dire que si je m'assois avec la personne et j'écoute la même bande sonore avec les mêmes coupures, moi, ça va avoir aucun effet sur moi. Mais la personne, pour elle, parce que c'est relié à son activité corticale, ben son cerveau, il prend ces informations comme des informations pertinentes et il va s'autoréguler. Donc la séance, il n'y a aucun effort à faire. On peut dormir parce que c'est le système autonome qui travaille. La personne, il y en a plein d'ailleurs qui dorment parce que 33 minutes de sommeil de neurofeedback équivaut à 4 heures de sieste réparatrice. D'accord. Donc voilà, une fois que c'est fini, on nettoie les petits capteurs, on libère la personne et surtout on lui demande de commencer à s'observer. Parce qu'à partir de là, il peut y avoir des changements qui vont se manifester dans sa vie. Par contre, après là, il faut être attentif. Il faut être attentif à tout ce qui se passe. Complètement. Et d'où l'importance et le rôle du trainer. C'est très, très important. Le dispositif, bien sûr, il est autonome, c'est un bijou de technologie, mais c'est aussi le lien avec la personne qui vous entraîne. Parce qu'il y a toute une façon, toute une philosophie derrière. Et puis, vous savez, il y a des fois où le neurofeedback, il va aller libérer des traumas, il va aller... Donc, la personne, elle va pleurer pendant une séance, elle va dire, je ne sais pas, mais je ne voulais pas pleurer. Moi, je dis, soyez heureuse parce que vous avez libéré un kyste émotionnel et de manière douce. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a une solide formation, qui a de l'expérience, pour qu'il puisse vraiment accompagner de la meilleure des façons. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui pleure, hein. Mais il faut être quand même expert pour être capable de gérer tout ce qui va, toute cette aventure, on va dire. Absolument. Voilà. Donc je rappelle juste que vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91 si vous voulez avoir donc des réponses à vos questions et nous avons aussi donc la spécialiste qui pourra vous répondre. Alors moi ce que je voulais savoir, est-ce que tout le monde peut, on va dire, faire appel à cette méthode ou alors qui sont concernés par cette méthode? Alors, qu'on soit avec du mal-être, c'est avec une pathologie, c'est-à-dire, je ne sais pas, je suis en dépression, je suis bipolaire, des difficultés psychiques ou des difficultés physiques, parce que par exemple, quelqu'un qui souffre du côlon irritable, il peut faire du neurofeedback, parce que le côlon irritable, à la base, c'est l'anxiété, c'est le stress. Donc, une fois qu'on va réguler l'aspect émotionnel, le côlon, il va se remettre à fonctionner de la meilleure des façons. Donc, si on a de la bobologie au quotidien, on peut faire du neurofeedback, mais surtout, on peut faire du neurofeedback pour de la performance. On peut faire du neurofeedback pour de la créativité. Par exemple, les artistes, ils peuvent très bien faire du neurofeedback parce que ça permet à leur capacité créatrice de se libérer. Bah oui, voilà. Donc tout le monde peut faire du neurofeedback. L'idée, c'est juste voilà, qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils aient aussi un objectif derrière. Très bien. Donc nous avons Fatiha de Blida qui nous appelle. Bonjour Fatiha. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question à votre docteur, votre invité. Voilà, mon mari a fait un AVC ischémique depuis le mois de septembre. Et il a le nerf optique a été touché. Maintenant, il voit un peu flou. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore récupéré sa vue comme avant. C'est ça. Est-ce qu'il lui faut ce traitement ou Très bien. ce que le docteur a déjà dit? Très bien. Ok. Alors, est-ce que c'est possible? Je vais vous répondre, Fatiha. Donc, merci. Merci. Alors, la première réponse, Léna Tehalek, ce n'est pas un traitement. Donc, il faut vraiment être... Et ceux qui vous disent que c'est un traitement, non. Le neurofeedback est un entraînement. C'est un sport pour le cerveau. Il peut faire du neurofeedback, ça va l'aider parce que un AVC ischémique, ça veut dire qu'il y a eu des lésions au niveau du cerveau. Alhamdoulilah,
c'est-à-dire il n'a pas eu, on va dire, de grosses séquelles, même si le nerf optique a été touché. Mais s'il fait du neurofeedback et s'il est assidu, parce que le neurofeedback, c'est pas une seule séance, il faut faire plusieurs séances. D'une manière ou d'une autre, ça va l'aider. On ne peut pas cibler le nerf optique, non. Par contre, quand on va faire le neurofeedback, il peut avoir peut-être d'autres bénéfices dans un premier temps. Et des fois, même si la pathologie en soi, n'a pas été, n'est pas rentrée dans l'ordre, en fait, la personne va développer une résilience et une flexibilité émotionnelle. Il va vous dire, ouais, mais finalement, c'est pas, j'arrive à vivre avec. C'est comme par exemple ceux qui font des acouphènes. Vous savez, les acouphènes, c'est d'avoir quelque chose ici toute la journée, et c'est hyper anxiogène. J'ai beaucoup de personnes qui se sont entraînées. Il y en a qui ont disparu. Ça, c'est le mystère du cerveau. On ne sait pas pourquoi chez des personnes, ça disparaît, chez d'autres, ça diminue. Mais ceux, par exemple, où ça n'a pas forcément bougé sur le plan acouphène, mais il me dit, mais je me sens mieux. Voilà. Je vis avec, c'est là, mais c'est à peine si j'ai encore conscience que tout simplement, pourquoi? Parce que cette personne a développé une résilience psychologique, une flexibilité. Parce que plus la personne elle est flexible, plus elle pourra en fait comment on dit, elle va contenir la spécificité. Des fois, c'est des spécificités qui ne peuvent pas être changées. Très bien. Mais on peut mieux vivre avec. Alors, on va passer un petit peu, étant donné que c'est bientôt la période des examens, est-ce que les étudiants peuvent, on va dire, avoir recours à cette... moi, je vais vous dire, moi j'ai 3 enfants, d'accord. J'ai mon aîné, ça fait 2 ans, qui a passé son bac. Je remercie le neurofeedback pour ça, parce que franchement, en plus, on a eu des anecdotes de perte de carte nationale et ça a super bien fonctionné. Là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas ma fille celle-là. Ah oui, elle a fait du neurofeedback et puis ça augmente la concentration, les capacités cognitives. Et je dirais même pas que ceux qui n'ont pas de bons résultats. Il faut penser même aux excellents élèves qui ont un stress et une anxiété de l'échec, attention. Donc, si vous voulez accompagner vos enfants de la meilleure des façons, de la période des examens, offrez-leur des séances de neurofeedback. Ça peut déjà, quel que soit, qu'il soit bon ou pas bon, qu'il ait des difficultés ou pas, on peut diminuer l'impact émotionnel de ce. Et Dieu sait que l'anxiété et l'angoisse est vraiment présente. Donc cette peur est en permanence avec eux. La peur de l'échec, la peur de ne pas pouvoir travailler. En fait, c'est plein de peurs comme ça qui s'accumulent pendant toute cette année. Et malheureusement, je vois de plus en plus de jeunes, d'adolescents, d'adolescentes qui font des attaques de panique. Et malheureusement, ils ne savent même pas que c'est des attaques de panique. Absolument. Donc en tout cas, consulter. C'est important, mais le neurofeedback, ça peut être un outil exceptionnel alors que ce soit sportif, étudiant. Donc quand il y a de la performance, un cerveau qui est détendu, c'est un cerveau performant. Voilà, parce que comme sa mission, notre cerveau, c'est la survie. Quand il est en mode survie, il n'est pas occupé à produire un joli paragraphe en philosophie. Il est en mode survie, j'ai peur de mourir. Donc plus on est détendu, plus la création, la créativité, la concentration, elle peut être là. Combien de séances sont nécessaires pour commencer à avoir des résultats? Excellente question, Marie, merci. Alors moi, je suis peut-être le meilleur exemple pour parler de ça. Je fais du neurofeedback depuis 2018 et j'en fais à ce jour. C'est comme si que vous allez me dire, tu fais combien de séances de sport pour avoir une tablette de chocolat? Je ne sais pas. Et après, même si je l'ai, il faut que je puisse l'entretenir. Parce que je peux avoir des abdos au bout de 3-4 mois de sport intensif, mais après, il faut que j'entretienne. En fait, le neurofeedback, par exemple, si vous êtes dans du mal-être, vous allez faire un nombre de séances et au fur et à mesure, on va vous accompagner pour faire le bilan, pour conscientiser tout ça. Une fois que la personne a retrouvé de l'équilibre et du mieux-être, elle peut aller dans sa vie, elle peut faire des choses. Et si jamais il y a, parce que la vie, c'est comme ça, c'est des hauts, c'est des hauts, des bas, absolument. Donc on ne peut pas dire qu'il faut 6 séances pour... non, c'est impossible de... Donc parce que tout dépendra de la personne. Tout dépendra de la personne. D'accord. Donc quels sont les avantages comparés au traitement, on va dire, conventionnel?
Alors déjà qu'il n'y a aucun traitement qui agit comme le neurofeedback. Je répète, ce n'est pas un traitement, c'est de l'entraînement. C'est une méthode 100% naturelle. Naturelle, voilà. Déjà ça, voilà, c'est réconfortant. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, moi j'ai par exemple des personnes qui ont été avec une béquille chimique. Ils ont pris des médicaments parce que c'était nécessaire et tout. Mais ce qu'on a remarqué avec les psychiatres, c'est que le sevrage se passait plus rapidement et en douceur qu'avec une personne qui ne faisait pas du neurofeedback. Donc ça peut être une réelle béquille pour... Donc je pense que le plus gros avantage, c'est que c'est du 100% naturel et c'est qu'on éduque le cerveau d'une façon douce et vraiment non invasive. Existe-t-il des contre-indications ou des effets secondaires? Aucune. En fait, il n'y a aucun effet secondaire en neurofeedback. Par contre, il y a un phénomène qu'on observe, dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut faire ce qu'on appelle des évacuations. C'est quoi une évacuation? Par exemple, si vous êtes passé par une période compliquée, que vous avez, je sais pas, perdu un job, un être cher, et que vous n'avez pas exprimé vos émotions, que vous avez tout gardé, quand vous faites du neurofeedback, le système il va voir que là, il y a un gros truc émotionnel qui n'a pas été libéré. Pendant la séance, vous pleurez, vous êtes pendant 24 heures, vous avez envie de libérer tout ça. Les gens pensent que c'est-à-dire quelque chose enfin, effet secondaire, pas du tout. Au contraire, donc pour nous en tant que praticiens, c'est une excellente nouvelle parce qu'on est en train de nettoyer. Mais il n'y a aucune contre-indication. Ça veut dire au pire, c'est de la relaxation. D'accord, parfait, ça a le mérite d'être... Ça a le mérite d'être... Voilà. Donc, comment le neurofeedback est perçu par la communauté scientifique et médicale? Alors, c'est très controversé parce que c'est un outil JDIT, c'est nouveau. Il y a plein d'études scientifiques, c'est-à-dire les personnes, ils peuvent rentrer sur Internet, ils vont avoir ce qu'il faut. Sauf que ce n'est pas connu encore du monde médical. C'est ça. Et malheureusement, il n'y a pas cette curiosité d'aller voir. Et on a des jugements sur cet outil sans que la personne n'ait fait une séance ou un bon nombre de séances pour... Après, bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des lobbies, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. De toute façon, c'est quelque chose, quand c'est nouveau, c'est toujours un petit peu, on va dire, un peu critiqué, mal, on va dire, mal... intégré. Voilà, mal intégré. Voilà. Et au fil du temps, ça finit par faire ses preuves. Il faut savoir que, par exemple, moi, l'outil avec lequel je travaille, c'est un outil qui est validé par la Food and Drug Agency, donc la FDA américaine, validé par la FDA, utilisé à la NASA et tout ça. Donc, je ne pense pas qu'ils vont rigoler avec ça. Très bien. On voit un petit peu, des fois, sur le net, on va dire des kits comme ça. Des gadgets. Voilà, j'aime bien, vous avez trouvé. Justement, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut acheter ça ou c'est même pas la peine? Non. C'est toute une philosophie. Je viens de l'expliquer. Parce que c'est pas juste le gadget, vous l'avez, mais il faut être capable de conscientiser les choses, de suivre le processus, parce qu'on est entre soi et soi-même, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est dans la relation que ça se passe. Absolument. Très important. Il y a des appareils qui sont validés scientifiquement, avec lesquels il faut travailler. Toute autre chose, c'est du... Donc, faire attention, savoir à qui s'adresser. Le professionnel, à qui s'adresser. Faire attention aux discours alléchants, oui, ça va changer. Non. Ce n'est pas une baguette magique. C'est pas un traitement, il y a tout un processus, chaque cerveau est unique, on peut garantir aucun résultat, c'est une fois qu'on va commencer qu'on va apprécier. Donc il y a une vraie expertise derrière. Voilà. Un vrai travail. Oui, un vrai travail. Très bien. Alors donc une dernière question, juste on va dire quelques petits conseils pour nos téléspectateurs puisqu'on arrive à la fin de notre émission. Alors moi ce que j'aimerais leur dire c'est soyez responsables de votre bien-être. C'est vrai que la vie, elle est challengeante, on passe tous par des périodes difficiles et tout, mais si vous voulez avoir la force de continuer, soyez conscient de ce que vous vivez et n'hésitez pas à consulter. Mais chez Aïb, absolument, c'est vrai qu'on le rappelle très souvent. Parce que plus on tarde à demander de l'aide, plus nos difficultés, nos inconforts, ils vont prendre trop d'espace dans nos vies. Oui, trop de place aussi. Trop de place et ça va. Et après, ça peut devenir au niveau du corps, ça peut. Comme par exemple une petite, on va dire une petite anxiété peut se transformer rapidement en dépression, en trouble panique. Ça peut handicaper la personne dans ses relations, ça peut handicaper
taper la personne dans son travail. Et en fait, moins on en parle, plus ça devient compliqué. Très bien. Voilà, donc il faut en parler. Il faut parler, demander de l'aide. Très bien. Merci, merci docteur. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce matin. On arrive à la fin de notre émission. Voilà, donc je vous ai accompagné pendant 1 heure. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais donc juste remercier une téléspectatrice de Forbach, donc une fidèle téléspectatrice de Ma Famille, Ma Vie, Mimia, donc qui nous regarde et nous suit. En tout cas, on lui passe le bonjour et on lui dit merci d'être fidèle à Ma